Les perles du jour. Fini la galère pour trouver son numéro de siège dans les trains SNCF. Le groupe a décidé de simplifier la numérotation des places cette nuit, Perico. Ma chère Monde, on se méfie toujours des réformes de la SNCF. Vous savez, quand ils changent leur logiciel, je me souviens de Socrate, il y a 15 ans, c'est toujours... C'est fait par des polytechniciens. C'est souvent quelquefois un peu compliqué. Là, la logique, elle est assez évidente. Le numéro de siège sera associé au numéro de la voiture. Si vous avez le siège 525, c'est que vous irez voiture 5, siège 25. Si vous avez le siège 254, c'est que vous aurez à la place 54 dans la voiture 2. Alors, vous reportez d'une dizaine. C'est la même chose si c'est la voiture 10, 11, 12. Ça sera 255 si c'est voiture 12. Et si c'est voiture 11, ça sera 145 si vous avez la place 45. Ça permettra aux gens qui sont sur le quai de ne pas monter. Vous savez, les gens arrivent sur le quai, ils s'assoient, et puis ils montent dans la voiture qui se présente devant eux. Et puis, c'est où ma place? Et alors, tout le monde avec les bagages et les ballons dans tous les sens. Et vas-y que je te traverse le TGV dans un sens. Ah ben non, c'est la voiture 12. Ah, je repars dans l'autre sens, qui est en première, je vous signale. La voiture 6, c'est effrayant. Plus ceux qui, 20 minutes avant l'arrivée du train, pour gagner 40 secondes, remontent le train pour être en voiture de tête pour sauter sur le quai plus vite, parce que ils vont perdre du temps. Donc, on sent que ça vous exaspère, ça. Hein. C'est du vécu, non, là. Mais puis ça dérange les gens qui sont assis, vous voyez. Donc, je suis pas sûr que ça simplifie réellement. 10 minutes avant, on devrait fermer les portes. On reste dans sa voiture et puis tu descends au moment de sortir. Gageons que cette nouvelle numérotation permettra ce nouvel étiquetage qui a été fait par 400 valeureux dans la nuit. À fond la caisse, ils sont tout étiquetés. Gageons que ça permettra aux usagers de la SNCF de trouver plus rapidement leur bonne place et de sortir au bon numéro avec du bon compartiment. Et voici un flash spécial. De nouveaux radars seront installés en 2026, boostés à l'intelligence artificielle, l'IA au service des radars. Moi, je rentre à pied, là. Et à tous les coups, vous allez tous perdre votre permis. Mais avant de vous expliquer ce que cachent ces radars nouvelle génération, petite clarification quand même, la sécurité routière a tenu à préciser que ces radars figurent en effet dans le budget, noir sur blanc, mais rien ne dit qu'ils seront réellement installés en 2026. La délégation interministérielle à la sécurité routière évoque une possibilité. Je referme cette parenthèse qui ressemble plus à un ni oui ni non qu'à une véritable mise à jour. Alors d'abord, il faut se rappeler que le code de la route liste déjà 15 types d'infractions qui peuvent être constatées par radar automatique homologué, dont le non-port de la ceinture, le téléphone tenu en main et le non-respect des distances de sécurité. Le cadre légal existe donc, mais c'est l'homologation qui fait défaut. À ce jour, aucun radar n'est homologué pour constater ces infractions de non-port de la ceinture en particulier ou de téléphone tenu en main au volant. Et le seul dispositif récemment homologué concerne les fameuses voitures les voies de covoiturage. Absolument. Donc en résumé, la technologie pour que les radars flash de nouvelles infractions existe. Ces radars boostés à l'intelligence artificielle existent, mais c'est encore le cadre réglementaire et l'homologation nécessaire qu'il reste à mettre en place. Les annonces d'un déploiement en 2026 de ces radars nouvelle génération relèvent donc, selon la sécurité routière, de l'extrapolation hâtive d'une simple hypothèse budgétaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut en profiter pour faire n'importe quoi. Restez bien sûr responsable et vigilant, surtout pendant les fêtes. Ouais, c'est ça. Donc c'est un robot qui va commencer à nous fliquer. Ça commence c'est par bien les vulgarisé, oui. Non, mais attendez, ensuite ça va être un robot en moto qui va nous arriver, qui va nous poursuivre, qui va nous arrêter. Il existe déjà les voitures radars. Je sais bien, non mais attendez, à quand la fessée en public, parce qu'on aura dépassé la vitesse limitée par un instrument en métal avec des mains comme ça. Bon, vive le progrès, vive le progrès. Les fêtes de Noël pèsent lourdement sur certains budgets, à tel point que 41% des Français ont recours à l'emprunt pour acheter leurs cadeaux. Oui, vous vous rendez compte, parce que vous savez pourquoi? Parce que 59% des Français craignent que ce soit pas assez chic. Et comment faire plaisir aux gens de la famille, aux amis à Noël? Eh bien, on s'endette un petit peu pour acheter des cadeaux qui soient dignes des gens qui vont les recevoir. Sur quels critères? C'est toujours une hésitation. On sait que 84% des Français disent qu'ils veulent... C'est une enquête flash pour Imancy. 84% des Français veulent faire plaisir en priorité. C'est le but, voilà. 59%, toujours 59%, ils ont peur d'être radins dans leur cadeau, d'être jugés sur le... le mieux, c'est de pas en faire, à ce moment-là. Pour un petit cadeau. Voilà. Et alors, 22% des Français, malgré tout, pour être dignes de ce soir-là, de ce jour des cadeaux, se retrouvent à découvert à la fin du mois. Alors, certains sont allés piocher sur le livret d'épargne. Ils sont allés casser le cochon, casser la tirelire. D'autres disent, tant pis, on dépasse le seuil bancaire et on se retrouve à découvert. C'est un vrai, moi, ces cadeaux de Noël. Non,
Cadeau de Noël, c'est un instant de convivialité, de partage. Voilà. Alors, si on a les moyens, on fait des beaux cadeaux. On va pas se ruiner pour des cadeaux. L'important, c'est le geste. L'important, c'est d'être là tous ensemble sous le sapin de Noël, d'être ensemble, de partager plutôt un bon repas. Vous voyez, amener un petit peu de, je sais pas, un peu de foie gras ou un petit peu. Enfin, c'est le même problème finalement, c'est que ça coûte cher. Le bonheur de Noël, c'est une fête familiale, c'est une fête religieuse, c'est une fête sentimentale avec des valeurs chrétiennes, même si aujourd'hui c'est ouvert à toutes les religions, à toutes. Voilà. L'important, c'est d'être ensemble, le partage. Ne vous inquiétez pas si votre cadeau n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez pour les destinataires. Et 2 ex-employés des déchetteries de Paris sont jugés aujourd'hui parce qu'ils touchaient de l'argent pour laisser passer des professionnels du BTP, ce qui est interdit. Mais les accusés se présentent comme les boucs émissaires d'un système bien rodé. Nos poubelles sont-elles corrompues? Alors là, décidément, on pensait qu'il pouvait y avoir de la corruption, mais là, donc, on amène des sacs de gravats. En général, c'est le BTP, bâtiment travaux publics, qui ont des zones de déchets très particulières, mais souvent c'est compliqué, c'est loin ou c'est onéreux. Donc, on soudoie un peu les employés des déchetteries. Là, c'était sur la ville de Paris, et on leur dit, allez, contre une petite pièce, tu me laisses passer, on met les gravats. Finalement, ça s'est découvert. Il y a eu donc procédure. Il y a 2 anciens employés qui vont passer en justice pour avoir accepté des gravats qui n'auraient pas dû être déposés à cet endroit-là. Et puis on apprend, parce que les langues se délient, effectivement, c'est un système, je vais pas dire que c'est une mafia, mais enfin on s'est rendu compte qu'il y avait un réseau, il y avait des pratiques plus anciennes. Il ne serait que les boucs émissaires de cette pratique illicite, et pourtant c'est peut-être une pratique plus répandu que l'on ne pense. On va tout savoir avec le procès. On aura. Mais alors, si maintenant on commence à faire du fric avec nos poubelles, vous les jetez normalement. Vous les vendez pas. Oui, non, je pas encore. Et puis une bonne nouvelle, 50 catholiques martyrisés et assassinés par les nazis il y a 80 ans ont été béatifiés ce week-end à Notre-Dame de Paris. C'est un vrai sujet, ma chère Maude, puisque le comportement de l'Église catholique, en particulier catholique, pendant la guerre a été sujet à caution par le comportement ou le non-comportement du pape Pie XII, auquel on a reproché de ne pas dénoncer avec assez de véhémence les camps de concentration, la déportation des Juifs, même si beaucoup de prélats, je pense à Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, qui, lors des premières déportations de Juifs, a fait dans sa lettre épiscopale un appel. Il a été d'ailleurs ennuyé après en disant, voilà, tout chrétien doit s'opposer à cette forme de dénigrement, de racisme, de haine contre des coreligionnaires. Ce sont des êtres humains, juifs ou pas juifs, on n'a pas à les traiter comme ça. Et on se disait, l'Église catholique, finalement, elle a un peu fermé les yeux, elle a un peu baissé les bras. Ce n'est pas vrai. Voilà, alors beaucoup de catholiques ont fait comme les Français, ils étaient dans l'attentisme, ils attendaient, mais beaucoup se sont mobilisés dans la discrétion. Beaucoup de prêtres ont caché des Juifs, et si l'hécatombe, justement, antisémite, nazie, en France n'a pas eu les conséquences qu'elle aurait pu avoir, c'est parce que beaucoup de chrétiens se sont mobilisés au nom de la foi et l'ont empêché. Et là, nous avons 50 chrétiens. Alors, il y a des prêtres, il y a des moines, il y a des scouts, des jeunes gens des 16-17 ans qui ont été jugés condamné, fusillé. Il y en a un qui a été décapité à Dresde, qui a été déporté. Donc les chrétiens de France se sont mobilisés, et aujourd'hui, on leur rend hommage. C'est un petit peu tard. C'est toujours étonnant lorsque ça arrive si tard, mais c'est très bien en tout cas que ça intervienne enfin. Et surtout, le débat reste ouvert. Oui, d'accord, peut-être que l'Église a fermé les yeux. On connaît cet épisode de ce franciscain allemand, ce moine allemand, qui a aidé les résistants. Ça a donné un film. Ça donne de Claude Autant-Lara, le franciscain de Bourges, joué par l'acteur Andy Kruger, qui montrait que même dans le clergé allemand, il y en a qui se sont mobilisés pour limiter la catastrophe nazie. Et là, il faut rendre hommage à l'Église de France, parce que ces prêtres ne disaient rien. Ceux qui ont caché des Juifs, ceux qui ont permis à des résistants de passer. Je pense à une communauté juive ils arrivaient d'Allemagne et d'Alsace. Quand je dis une communauté, ils étaient un groupe. Ils sont arrivés trop tard après la fermeture de la ligne de démarcation dans le département de l'Allier. Et donc, ce sont des paysans et des prêtres locaux qui les ont cachés quasiment pendant toute la guerre. Donc voilà, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et rendons hommage à ces prêtres, à ces chrétiens qui ont donné leur vie pour certains, pour que l'honneur de la France, et au nom des droits de l'homme de l'époque, et surtout au nom des valeurs de l'Évangile qui sont très claires sur cette question, ont pris des risques et ont donné leur vie pour que des Juifs soient protégés et des résistants soient protégés. Voilà ce qu'on avait à dire sur cet épisode historique, ma chère Maude. Vous restez bien avec nous dans un instant, nous allons parler